Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne où je partage mes réflexions sur des thèmes autour de la connaissance de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais aborder le thème des jeux de manipulation quotidienne. Les jeux de manipulation sont le quotidien de notre vie, car tant que nous avons des besoins et désirs dont la réalisation dépend d'un autre que nous, et que nous n'osons le lui demander directement, nous devons le manipuler pour l'obtenir. Cette affirmation peut en surprendre plusieurs, et pourtant, quand nous y regardons de plus près, nous pouvons voir qu'elle est exacte. Et il n'est pas nécessaire de passer par un autre pour manipuler. Nous sommes capables de nous manipuler nous-mêmes. À chaque fois que nous nous racontons des histoires pour ne pas voir la réalité en face, nous nous manipulons. C'est ainsi. Mais avant d'aller plus loin, précisons ce que la manipulation veut dire. Dans le Petit Larousse, on peut lire que manipuler, c'est amener habilement quelqu'un à faire ce que l'on veut. On peut y voir encore que la manipulation mentale est en psychologie une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler ou influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne, via un rapport de pouvoir ou d'influence. La manipulation mentale a été exercée à toutes les époques par les pouvoirs en place, désireuses d'y rester. Ce n'est un scoop pour personne. Mais depuis quelques décennies, elle a été étudiée pour accentuer sensiblement son efficacité et acquérir ses lettres de noblesse. Edward Bernays, grand manipulateur du XIXe siècle, a démontré comment il était facile d'influencer les peuples. C'est grâce à lui, ou à cause de lui, que les femmes se sont mises à fumer, pensant ainsi devenir l'égal de l'homme. C'est aussi grâce à lui que nous avons presque tous des bibliothèques dans nos maisons, ou que chaque bourgeois avait dans sa salle de musique un piano. C'est encore à cause de lui que les Américains ont accepté de partir en guerre au Vietnam, alors que la majorité, à la base, était contre. Un bon manipulateur au pouvoir, connaissant bien la psyché humaine, est redoutable, qu'on se le dise. Celui qui prend la peine de s'intéresser à ces techniques d'influence, nommées maintenant ingénierie sociale, s'apercevra qu'elles sont quotidiennement utilisées par tous les pouvoirs en place. Vu que ça marche, pourquoi s'en priver? Je ferai prochainement une vidéo pour décortiquer ces méthodes de manipulation de masse, mais pour l'instant, examinons nos propres manipulations au quotidien, c'est-à-dire les tactiques que nous avons mises en place enfant pour attirer l'attention à nous, afin de nous nourrir énergétiquement. Car faute d'avoir perdu le contact avec notre soi, ou de recevoir beaucoup d'amour, nous devons prendre de l'énergie aux autres pour nous sentir aimés et reconnus. Nous le faisons essentiellement à travers quatre stratégies très bien définies dans l'excellent livre de James Redfield, Les leçons de vie, la prophétie des Andes. Qui, enfant, n'a pas essayé de se porter malade pour louper l'école? Qui n'a pas piqué de grosses colères pour obtenir l'objet de son désir? Qui n'a pas fait la gueule pour montrer son mécontentement? Et qui enfin n'a pas arrêté, notamment vers l'âge de 2 ans, de poser sans cesse des questions? Et pourquoi? Et pourquoi? Nous tous, bien sûr, avons utilisé cette stratégie pour obtenir de l'attention ou autre chose. Selon nos parents, certaines ont marché, d'autres pas. Celle qui a marché le mieux est devenue notre principale, les autres nos secondaires, que nous employons quand la principale ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Je développerai ces stratégies dans un futur proche car elles demandent à elles seules une vidéo qui leur soit consacrée. Donc, si manipuler est inhérent à notre nature, comme je l'ai dit plus haut, et que tant que nous avons des besoins et désirs dont la réalisation dépend d'un autre, et que nous n'osons le lui demander directement, nous devons le manipuler pour obtenir ce que nous désirons. Il nous faut toutefois distinguer la manipulation acceptable ou positive de celle qui est inacceptable et négative. C'est cette dernière que nous nommons en général manipulation. L'éducation, par exemple, fait partie de la première catégorie. En effet, l'éducation consiste à pousser une personne à acquérir un savoir sans que cette dernière n'en ait exprimé le désir. L'éducation est même devenue obligatoire dans de nombreux pays, comme le nôtre, et si l'on sait à présent qu'un enfant naturellement aime apprendre, ce dernier n'apprend véritablement qu'à travers le jeu et le plaisir. L'éducation que nous nous proposons est encore loin de cette manière de faire. Nous devons donc user de nombreuses manipulations pour maintenir les enfants dans un système qui ne leur est pas naturel. Mais comme nous faisons cela avec une bonne intention,
du moins c'est ce qui est affirmé, nous ne considérons pas cela comme de la manipulation, même si objectivement cela en est, car nous amenons habilement toute une population à faire ce qu'on veut qu'elle fasse. À outre, ici, étudier. Idem pour les jeux de séduction, qui sont aussi une manière habile d'amener une personne à faire ce que l'on veut. Mais comme tout le monde aime ça, on en redemande. La manipulation est vue comme acceptable si l'intention reste positive et que ses conséquences sont censées amener un plus à la personne. Elle devient inacceptable si l'intention de base est négative et qu'elle a des conséquences néfastes pour la personne. Où situer à présent ces petites phrases d'apparence innocente que nous entendons au quotidien dans les commerces et dont l'impact a été étudié en amont dans les écoles de commerce? Dans quel groupe les mettriez-vous? Et avec ceci, ce sera tout? Ça s'est bien passé? Ces expressions reprises en chœur dans tous les commerces français ne sont pas arrivées là par hasard. Elles ont été étudiées et diffusées à Haïtiens. Cela ne veut pas dire que ceux qui les utilisent sont conscients de leur impact, car beaucoup apprennent et répètent des choses sans approfondir leur impact, ce qui est dommage, mais c'est ainsi. Ceux par contre qui les utilisent en toute connaissance de cause le font pour leur profit. Leur sourire de façade n'étant là que pour faire croire à une relation dépourvue de tout intérêt. Prenons quelques minutes pour examiner ces expressions. Et avec ceci, cette expression fait appel à plusieurs mécanismes inconscients. La culpabilité, notamment, de ne pas acheter assez, et peut-être se montrer ainsi radin, ce qui n'est pas très bien vu. Ça fait appel aussi à notre désir de montrer que nous sommes des personnes généreuses et aisées, mais aussi à notre désir d'abondance et de gourmandise. Comme elle est dite sous forme interrogative, on ne s'en méfie pas, mais la tournure de la phrase, en fait, est une affirmation, voire une injonction impérative, nous poussant à acheter plus que nous en avions l'intention au départ. L'expression ce sera tout vient, elle, accentuer davantage notre culpabilité de n'avoir pas acheté assez, et la peur de montrer que nous sommes peut-être pauvres ou radins. On pourrait croire qu'elle est dite pour vérifier que nous n'avons rien oublié d'acheter. C'est en tout cas comme ça qu'elle sera présentée par le vendeur. Mais il n'en est rien, car nous savons tous très bien pourquoi nous achetons ce que nous achetons, et nous sommes capables de le dire. Quand j'entends cette phrase, je ne peux personnellement m'empêcher de blaguer en suivant, en disant par exemple non, je voudrais aussi l'argent de la caisse. Phrase qui, après quelques secondes de sidération, provoque le rire général. Tant qu'à faire, puisque l'on suppose par la formule que l'on ne demande pas assez, lâchons-nous et amusons-nous. L'expression suivante, utilisée immanquablement dans tous les restaurants, avec quelques étoiles, me laisse toujours dubitatif. Ça s'est bien passé? Je me demande comment cette phrase est arrivée là, car elle est si inappropriée à la situation qu'elle me laisse pantois. Que l'on pose cette question à une personne qui vient de passer une épreuve, genre un examen ou une rencontre délicate. C'est tout à fait approprié. Mais après avoir dégusté un plat ou un repas, je n'en vois pas la pertinence. Ce n'est pas censé être une épreuve, alors pourquoi cette phrase? La réponse est simple. Comme elle ne veut rien dire, on ne risque pas de s'entendre répondre ce que l'on n'a pas envie d'entendre. Ce qui aurait pu être le cas si l'on avait demandé directement est-ce que ça vous a plu? Ou avez-vous aimé ce plat? Question beaucoup plus dangereuse. Donc quand on vous pose cette question, ça s'est bien passé, il suffit de jouer l'idiot et de demander à la serveuse ce qu'elle veut bien dire par là pour que vous ayez accès à la bonne question. Ne vous en privez pas, car en vous posant ce type de questions, on vous manipule gentiment, ce qui n'est pas honnête. La dernière qui m'a demandé cela a eu droit à une réponse appropriée. Je vous dirai cela après ma digestion, pour le moment je n'en sais rien. Puisqu'on nous prend pour des imbéciles, jouons le jeu jusqu'au bout. Et là, c'était une réponse plutôt sympathique et gentille. L'avant-dernier n'a pas eu, par contre, cette chance. Je vous raconte un peu l'histoire. Une connaissance m'a recommandé un restaurant qui, à sa découverte, m'a paru sans saveur. Cela débutait par la décoration des murs, puis des plats présentés. Dans un sens, tout était cohérent.
Au moment de payer, le chef cuisinier a eu la mauvaise idée de venir me demander comment ça s'était passé. Comme au moment où il a posé cette question, toutes les personnes présentes dans la salle se sont arrêtées de parler et se sont tournées vers moi, j'étais un peu embarrassé pour le cuistot. Allais-je l'humilier devant 50 personnes en lui disant ma vérité ou allais-je mentir? J'ai trouvé un compromis en commençant par le complimenter sur ce que je trouvais positif, puis en lui suggérant quelques améliorations pour ses plats sans trop m'étendre. Le pauvre, ne sachant quoi dire, me fit un faux sourire et fit demi-tour pour retourner à ses fourneaux. C'est donc pour éviter ces désagréments, car il n'est jamais agréable de s'entendre dire que ce que nous avons payé pour manger n'était pas terrible, que l'on crée ce type d'expression. Bien que ça ne marche pas avec tout le monde, ça marche en général avec la majorité des personnes. Mais en faisant cela, eh bien, nous restons tous dans l'hypocrisie, et cela n'aide vraiment personne. Les restaurants ne s'améliorent pas, et nous n'y revenons plus. À la place de et avec ceci ou ce sera tout, nous pourrions dire par exemple c'est bon pour vous, ou encore je vous encaisse, ou mieux ne rien dire du tout. Pour revenir à nos petites manipulations quotidiennes, quand nous nous observons échanger avec nos proches, nous pouvons voir, pour qui est conscient, les différentes stratégies que nous avons mises en place pour obtenir ce que nous voulons, sans le demander directement. Au lieu de dire par exemple j'ai envie d'aller au cinéma, tu veux venir, nous disons ça te plairait d'aller au cinéma, mettant ainsi sur l'autre la responsabilité du choix, n'osant pas affirmer son désir directement. Ou au lieu de dire je te trouve moins belle les cheveux attachés, nous disons j'adore quand tu as les cheveux lâchés. Ou encore tu ne penses pas que ça te va mieux les cheveux lâchés? Nous osons rarement dire ce que nous pensons vraiment, et plus nous montons dans les couches sociales, plus nous mettons de forme, jusqu'à proscrire toute parole sincère. Convention oblige. La bienséance, le raffinement, le savoir-vivre nous invitent certes à devenir plus sophistiqués mentalement, mais aussi à devenir plus manipulateurs ou hypocrites, considérant les personnes honnêtes et sincères comme gentilles, naïves, voire idiotes, car ignorantes des conventions mises en place. La sincérité n'est tolérée que chez les petits-enfants, pas chez les adultes en devenir. Donc nous devons tous, plus ou moins, apprendre à mentir et à taire ce que nous pensons. Dans ces conditions, il est inévitable que la manipulation soit devenue socialement acceptable et le niveau de raffinement du langage un excellent moyen de reconnaissance pour chaque milieu social. Dans un autre registre de convention sociale, le bonjour comment ça va, que nous déclamons à chaque rencontre, sans être la manipulation, est une convention sociale de mise en contact qui, si on se base sur les mots prononcés, à moins de bien connaître la personne et penser sincèrement ce que l'on dit, s'avère être de l'hypocrisie. Il suffit pour vérifier mes propos de répondre que ça va mal, pour voir la personne en face bien embêtée. Car elle va devoir, par courtoisie, enchaîner en vous demandant ce qui ne va pas et faire semblant de vous écouter un temps, soit peu, avant de finir l'échange en vous disant que certainement, ne vous en faites pas, ça va aller. Allez, à bientôt. Bilan des courses. Après un tel faux échange, chacun se sent mal car la sincérité était absente. Il faut reconnaître que la majorité des humains sont facilement manipulables, car chacun de nous tentons d'éviter ce qui nous fait peur, et chacun de nous poursuivons des désirs qui nous tiennent à cœur. Si je sais ce que tu veux ou ce dont tu as peur, je saurai alors comment te manipuler. Dans mon livre sur les profils énéagrammes, vision spirituelle de l'énéagramme, je développe un chapitre sur ce thème. En voici un extrait qui concerne le type 2, nommé l'altruiste. Le désir principal du type 2 est de se sentir accueilli, aimé, utile. Le 2 a peur qu'on l'oublie, qu'on l'abandonne. La manipulation envers lui consiste donc à lui faire croire qu'il est redevable aux autres, qu'il ne donne pas assez, ce qui le pousse à toujours faire plus qu'il ne faudrait, et à chercher à être reconnu à travers l'attention qu'il donne aux autres, chercher à être désirable. On peut le manipuler émotionnellement par la culpabilité ou la valorisation à travers des expressions comme tu es nul, tu ne sers à rien, tu ne comprends rien, tu ne t'occupes pas assez de moi, tu n'en fais pas assez, ou au contraire, j'ai besoin de toi, sans toi je m'en sortirai pas,
Tu es trop désirable. C'est aussi par ces expressions que le 2 manipule les autres quand il estime ne pas recevoir assez d'attention. Comme de nombreux outils de connaissance de la psyché humaine, l'énéagramme peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Un bon manipulateur maîtrisant cet outil serait redoutable. Toutefois, toute intention négative se retournant contre nous tôt ou tard, il est déconseillé de l'utiliser en ce sens, car le retour serait difficile à vivre. Pour terminer, je dirais que le jour où nous n'aurons plus de blessures et plus de peur, que nous ne serons plus prisonniers de nos désirs et de nos besoins, nous ne serons plus manipulables, et nous n'aurons plus besoin de manipuler. C'est ainsi. Aussi, je vous invite à continuer à travailler sur vous et à devenir plus conscient pour arriver à ce résultat. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour de nouveaux audios.